Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans la pensée assez fascinante de Guillaume d'Occam. Oui, ce philosophe anglais du XIVe siècle. Exactement. Celui qui a inspiré, paraît-il, le personnage de Guillaume de Baskerville dans Le nom de la rose d'Eco. Mais bon, au-delà de ça, sa philosophie a vraiment bousculé son époque. Ah oui, clairement. Notre but aujourd'hui, c'est d'explorer un peu ce qui rend sa pensée si particulière. Surtout sa vision de ce qui existe réellement. On va s'appuyer sur ses écrits, bien sûr. Et c'est important de noter qu'on l'associe souvent au nominalisme. Mhm. Mais le terme, lui, il est plus tardif. À son époque, on ne parlait pas de nominalisme, mais plutôt des nominales. Ah, nominales, d'accord. C'est intéressant ça. Oui, c'était le terme pour désigner ceux qui, comme lui, pensaient que les concepts généraux n'étaient au fond que des noms, des signes. Alors, allons-y. L'idée centrale, si j'ai bien compris, c'est que pour Occam, seules les choses individuelles existent vraiment. C'est ça, uniquement les choses singulières, uniques. Cet arbre-ci, cette personne-là. Pas de concepts abstraits flottant quelque part. Pas d'humanité avec un grand H. Exactement. Et ça, pour l'époque, c'est assez révolutionnaire. Fini les universaux qui existeraient par eux-mêmes, comme le pensaient beaucoup avant lui. Donc l'homme, la couleur, tout ça. Pour Occam, ça n'a pas d'existence propre, en dehors de notre esprit qui les conçoit ou des mots qu'on utilise. Ce sont des outils mentaux, en quelque sorte, des signes mentaux. D'accord. Des signes. Mais alors, comment on les forme ces signes, ces concepts généraux comme homme ou animal, si on n'a accès qu'à l'expérience des choses uniques? Bonne question. C'est là qu'il introduit une distinction cruciale, la connaissance intuitive et la connaissance abstractive. Intuitive et abstractive. Ok. La connaissance intuitive, c'est la saisie directe, immédiate d'une chose singulière. C'est voir cette table, là, maintenant, et savoir qu'elle existe. C'est notre point d'ancrage dans le réel, la source de nos certitudes sur ce qui est. Le contact direct avec le singulier. Compris. Et l'abstractive alors? L'abstractive, elle nous permet de penser à une chose même si elle n'est pas là, devant nous, ou même si on ne sait pas si elle existe encore. Je peux penser à Socrate, par exemple. Hmm. Et c'est en comparant plusieurs connaissances intuitives de choses singulières, en voyant plusieurs hommes différents, par exemple, que notre esprit abstrait des ressemblances et forme le concept général homme. Ce concept, il ne représente pas une essence d'homme qui existerait quelque part. Non, juste un outil pour penser à tous ces individus. Voilà, un signe mental qui peut renvoyer à n'importe quel homme singulier. Je vois. C'est fascinant cette primauté de l'individu, de l'expérience directe. Et ça me fait penser évidemment au fameux rasoir d'Occam. Il y a un lien, non? Ah oui, tout à fait. Le lien est direct, même si la formule qu'on cite tout le temps ne pas multiplier les entités sans nécessité n'est peut-être pas textuellement de lui. Ah bon? Peut-être pas sous cette forme exacte, mais l'esprit, le principe d'économie, est totalement au cœur de sa démarche. Pourquoi postuler des entités abstraites, des universaux réels, si on peut expliquer le monde et notre pensée juste avec les individus et les signes qu'on forme à partir de d'eux? Ne garder que l'essentiel, en somme. Ne pas inventer des trucs inutiles. C'est exactement ça. Un principe de parcimonie ontologique. Ne posons l'existence que de ce qui est strictement nécessaire, et ici ce sont les individus. D'accord. Et la logique dans tout ça? Parce qu'on dit souvent que Occam était un logicien. Redoutable. Fondamental. Justement parce que si les concepts sont des signes mentaux ou linguistiques, alors il devient crucial d'analyser très précisément comment ces signes fonctionnent dans nos raisonnements, dans nos phrases. Pour ne pas se tromper, j'imagine. Voilà. Il développe pour ça sa théorie de la supposition. C'est une analyse très fine de la manière dont les termes, les mots, supposent pour les choses, c'est-à-dire comment ils tiennent lieu des choses dans une proposition. La supposition. Oui, il distingue différents types de suppositions, personnelles, simples, matérielles, pour clarifier le sens exact. Par exemple, est-ce que le mot homme renvoie à des individus concrets, tout homme est mortel, au concept lui-même, homme est une espèce, ou au mot en tant que son, homme est un nom? Cette rigueur logique est essentielle pour éviter les confusions philosophiques. Donc pour résumer un peu, Occam nous ramène au concret, à l'individu, à l'expérience. Oui. Et il nous demande d'être hyper rigoureux avec notre langage et notre pensée, grâce à la logique, pour bien comprendre comment on parle de ce réel singulier. Absolument. C'est une approche qui ouvre la voie à une pensée plus empirique, plus attentive à l'expérience. Et c'est cette insistance sur la seule réalité des individus qui fait de lui
un précurseur majeur du nominalisme. Fonctionne comme une figure clé. Son influence a été considérable en philosophie comme en théologie. Bon, on arrive à la fin, mais une dernière question me vient, un peu pour la route. Si le monde n'est fait que d'individus uniques, et que nos concepts généraux, homme, chat, rouge, ne sont que des constructions mentales, Mhm. comment on explique les ressemblances qu'on observe partout? Pourquoi deux chats se ressemblent-ils objectivement plus qu'un chat et une table? Qu'est-ce qui fonde nos catégories si ce ne sont pas des universaux qui existent réellement? Ah, excellente question. C'est un des grands défis pour une pensée comme celle d'Occam, effectivement. Qu'est-ce qui fonde objectivement ces ressemblances? De quoi réfléchir. Tout à fait. Merci beaucoup pour cet éclairage. À bientôt dans ce monde singulier.